Salut et bienvenue dans cette 7e saison du podcast Filles Expat. Ici Kelly, ton hôte, comme toujours, et me revoilà en force pour continuer à te faire découvrir de nouvelles histoires de femmes qui vivent aux quatre coins du globe. Attache ta ceinture, c'est parti! Salut à toi qui as choisi de nous écouter aujourd'hui. Alors j'espère que tu es habillé chaudement puisqu'on va partir dans une destination plutôt glaciale. Salut à toi Daphné! Salut, bonjour à tous. Alors Daphné que j'ai connue grâce au podcast Bourlinguer puisqu'elle avait déjà témoigné pour nous parler de l'Antarctique. Donc c'est pour cela que j'ai voulu lui tendre le micro. C'est une destination que je ne connais absolument pas et j'ai hâte de la découvrir. Alors avant que je te laisse te présenter et nous parler de ton expérience, si tu devais choisir un moment précis de cette expérience dont tu vas nous parler aujourd'hui à l'étranger, qui résume l'essence de ton expérience, quel serait-il et pourquoi ? C'est difficile comme question ça. Un moment précis. C'est pas qui résume, mais je sais pas, dans les moments qui m'ont marqué, il y en a plein, mais il y a à la Midwinter par exemple, qui est une fête qu'on fête en Antarctique le 21 juin, parce que c'est le jour le plus court. C'est une tradition, toutes les bases internationales en Antarctique fêtent la Midwinter. On s'envoie des vœux de Happy Midwinter de base en base par email. Et quand la nuit tombait, on est parti sur la banquise et on a projeté un film muet sur un iceberg qui avait un mur vertical bien bleu. On appelait ça une séance de cinéberg et c'était magique. Voilà. Mais excellent. Je crois que c'était un truc de dingue. Waouh, oui, voir un film sur un iceberg, je pense qu'il n'y a pas beaucoup de personnes qui vont pouvoir prétendre ça une fois dans leur vie. Ouais, c'est ça. Il faudrait le faire plus. En fait, je dis, c'est le meilleur des écrans bleus. Ça pourrait remplacer les ordinateurs. Ce serait pas mal. Ça fonctionne, en tout cas. J'adore. Donc, Daphné, avant d'en venir à cette expérience, est-ce qu'on pourrait faire un petit retour en arrière sur toi ? Est-ce que tu pourrais nous dire, est-ce que tu as grandi ? Et qu'est-ce qui t'a emmené à partir, justement, aussi loin ? Moi, j'ai grandi en Bourgogne, donc rien à voir, dans la campagne de l'Est de la France. C'est vraiment la campagne, pas de montagne, pas d'océan. Et je suis allée faire mes études ensuite à Lyon, puis à Grenoble, où là j'étais dans les Alpes. Mais ce qui m'a menée à faire ces études, ou en tout cas à me diriger vers les régions polaires et l'Antarctique, c'est plus une passion qui est née au lycée, où j'ai commencé à entendre parler de ce continent dont on parlait pas du tout à l'époque. Et voilà, ça m'a fascinée. Et donc j'ai eu envie de trouver un moyen d'y aller. Mon rêve, c'était d'y aller. Et pour ça, il fallait y travailler, puisque c'est le seul continent où on n'a pas le droit d'aller sans bonne raison. Donc je me suis dirigée vers la glaciologie, parce que j'étais déjà intéressée par les sciences de la Terre. Et j'entendais parler pour la première fois de ces personnes qui foraient des carottes de glace pour les étudier, etc. Donc ça m'a donné envie. C'est fou parce que moi, au lycée, je me souviens brièvement des choses qu'on m'a racontées dans les cours. Mais toi, tu arrives à te souvenir de ce moment où justement... qu'est-ce qu'on t'a parlé exactement à ce moment-là qui a fait que tu t'es dit « j'ai envie d'y aller ». J'en sais rien. Non, ça, j'arrive pas à me rappeler du tout le déclic. Je sais juste que c'était dans l'année de seconde. Voilà, on a parlé de glaciologie. Peut-être je l'ai entendu à la radio aussi. Ça a fait écho vraiment. Et donc après, c'est moi qui me suis renseignée petit à petit et qui ai commencé à lire beaucoup de choses. Et à lire les récits des explorateurs de l'Antarctique. Je pense que c'est aussi beaucoup partie de lecture avant tout. Et j'adore, une passion qui est née très tôt du coup. Combien de temps ça t'a pris justement pour faire ces études et enfin pouvoir décrocher un stage ou je sais pas, un métier ? Pas loin de 12 ans, puisque finalement j'ai fait un doctorat donc en glaciologie et c'est seulement après l'année qui a suivi ma soutenance de thèse où j'ai pu enfin partir hiverner, où j'ai été prise avec les autres volontaires qui vont passer tous les ans 1 an sur la base du Mont-Dieuville pour faire tourner en gros les observatoires scientifiques. Alors là, quand on parle de détermination, on peut dire que toi, t'étais déterminée, mais est-ce qu'il y avait une garantie qu'après ce doctorat, t'allais pouvoir partir là-haut ? Non, d'ailleurs, quand je suis partie, j'y croyais plus parce que à la base, ça devait plutôt se faire avant. Normalement, ils n'envoient pas des thésards. Mais avant, j'avais postulé, j'avais pas été prise. Après, pendant la thèse, on le fait pas parce qu'on est en train de faire une thèse. Donc, en fait, c'est jamais trop le bon moment. Et donc, c'est tombé, ça a été un peu une surprise en discutant avec le chercheur qui gérait ce programme scientifique-là de chimie atmosphère qui était au labo, qui me dit non, en fait, cette année, j'ai toujours personne. Je dis, maintenant j'ai fini ma thèse, je suis disponible. Et au final, ça l'a fait, mais c'était un coup de chance. J'adore, c'est un bel exemple là que tu donnes Daphné, parce que tu vois 12 ans, ça t'a pris 12 ans, donc toujours croire en ses rêves, même si t'as été refusée plusieurs fois, t'as toujours cru, t'en as toujours parlé, t'as toujours montré ta motivation. Finalement, ça a porté ses fruits. Est-ce qu'avant de partir en Antarctique, t'étais partie dans une autre région, un autre endroit, ou est-ce que t'étais toujours restée en France ? J'avais voyagé, mais pas énormément. C'est avec mes parents, on n'a pas beaucoup voyagé. C'était surtout en Europe. J'avais fait un voyage avec ma mère en Égypte quand j'avais 16 ans, justement, cette année-là. C'était la première fois que je quittais l'Europe.
Et puis par contre après pendant ma thèse, là j'ai commencé à voyager, oui, un petit peu pour les workshops de recherche. Donc j'ai dû y aller à 2-3 workshops à l'étranger. Et puis j'ai fait en fait pendant ma deuxième année de thèse du terrain pendant un mois au Groenland. Donc là j'ai été envoyée pour un forage glaciaire justement pour voir à quoi ça ressemblait, pour aider sur la calotte glaciaire du Groenland pendant un mois en été. Mais là c'était seulement, on n'a pas du tout allé voir la côte ou les villages, on a atterri directement sur la glace. Je suis restée un mois sur la glace et je suis repartie. Oui, ce que j'allais dire, tu nous parles de l'été au Groenland, mais est-ce qu'il y a vraiment un été? Oui, bah oui, il fait pas nuit, il faisait jour tout le temps. Le soleil cognait. Et les températures? Là, on était vraiment très au nord et sur la glace, donc c'est pas très chaud, mais c'était quand même entre 0 et 5 degrés, et avec le soleil tout le temps, en fait, ça paraissait chaud. Après, là, on travaillait dans des tranchées sous la glace où il faisait -20, donc là, il faisait moins chaud. Mais c'était un bon avant-goût déjà. Et toi, à quoi consistait justement ta mission au Groenland? Est-ce que c'était toi qui allais creuser justement dans la glace ou est-ce que tu dirigeais plutôt les personnes? Ah non, ni l'un ni l'autre. Moi, j'étais vraiment la petite main, la dernière petite main, parce qu'un forage international profond comme ça, c'est quelque chose logistiquement de gigantesque, qui peut être dangereux. Donc en fait, ceux qui se servent des carottiers qui sont gigantesques, c'est vraiment du personnel technique spécialisé. Et ensuite, ils sortent les barreaux de glace et nous, on est plein de petites mains qui sont là pour les découper avec des scies, les stocker dans des sacs, les échantillonner, marquer la profondeur. Et puis, je faisais des analyses de cristaux. J'étudiais les propriétés physiques de la glace, donc on faisait des lames minces, des carottes de glace qui venaient de sortir pour observer la taille et l'orientation des cristaux. C'était plutôt du travail à la chaîne. Ouais, mais c'est super intéressant parce que tu vois, on parle souvent du réchauffement climatique et comment on mesure justement comment c'est la fonte des glaces, etc. Et je pense que tu es un peu en train de nous donner un aperçu de comment ça se passe. Et ensuite, après le Groenland, qu'est-ce qui s'est passé? Après, j'ai fait encore un an de thèse jusqu'à la soutenance. Et donc, c'est juste après la soutenance que j'ai appris que mon dossier, en tout cas, avait été reçu. Mais ensuite, ça prend un an encore d'attente et de préparation avant de partir. Donc, finalement, je suis partie encore un an plus tard. Comment ça se fait que ça prend un an à se préparer à partir là-haut? Parce qu'on nous donne, on a la réponse que c'est OK en janvier. Donc, janvier, c'est le plein été austral. Donc, ça veut dire qu'il y a déjà l'équipe de cette année-là qui est sur place. Et ensuite, au printemps, on a des tests médicaux, des tests psychologiques à passer au printemps. Ensuite, si c'est OK, on se forme aussi au travail qui va être le nôtre. Donc, il y avait quelques mois passés dans le laboratoire pour apprendre les manips avec les chercheurs. Ensuite, en été, on fait ses mâles puisque on a le droit à 120 kilos chacun et nos mâles partent avant nous par bateau. Il faut un peu penser à ce qu'on va avoir envie d'avoir dans nos mâles pendant un an après sur place. C'est pas la partie la plus évidente. C'est ce que j'allais dire. Et donc, elles partent en août-septembre. Après, en septembre, on rencontre, il y a 3 jours de rencontres avec les autres du groupe. Donc là, voilà, on découvre avec qui on va partir. Donc c'est beaucoup de réunions à l'Institut polaire pour aussi qu'on nous apprenne comment va être la vie à bord, la logistique, comment tout ça va se passer. Et puis après, on attend. Donc on a notre date de départ et après ça s'ajuste selon l'agenda du bateau en fait. Est-ce que à ce moment-là, tu as la possibilité de, je sais pas moi, de lire des témoignages de personnes qui sont déjà parties dans ta situation ou je sais pas, voir des vidéos qui sont vraiment internes à la structure? Oui, mais à cette époque-là, il y en avait déjà pas mal qui tenaient des blogs, même si c'était le début. Donc j'avais accès aux blogs des autres. Mais après, à ce stade, t'as plus trop envie. En fait, tu préfères aussi te garder la surprise plutôt que savoir tout dans le détail comment ça va se passer. Ouais, c'est pas faux. Et donc à ce moment-là, donc tu attends, tu patientes. Et comment ça se passe avec ton entourage? Est-ce que tout le monde est plutôt excité pour toi? Est-ce qu'ils appréhendent un peu ton départ? Parce que là, tu pars quand même assez loin. Ouais, non, je pense qu'ils sont contents depuis le temps que je leur en parle. Je pense qu'ils savent que qu'il est temps. Donc après, oui, c'est sûr que pour les parents, c'est jamais facile, mais je crois que voilà, ils savaient aussi que c'était très encadré, que c'était pour le travail très sécuritaire, dans une base où c'est pas extrême et voilà, c'était quand même assez confiant. Est-ce que tu arriverais à nous replonger la veille du départ? Dans quel état d'esprit émotionnel tu te sentais? Je me rappelle plus de la veille parce que je pense que j'étais tellement concentrée sur ne rien oublier, finir les sacs jusqu'au milieu de la nuit, quoi. C'est vraiment ça, vérifier 100 fois les papiers, les billets d'avion. Non, après je me rappelle que mes parents m'ont emmenée à la gare à Lyon, après où je prenais le train. Donc voilà, je me rappelle juste des au revoir sur le quai de gare, mais moi j'étais juste folle de joie. Donc Ouais, on pense surtout à la suite de son aventure. Et je sais que justement, pour y arriver, ça a été une vraie aventure pour toi. Est-ce que tu pourrais nous en parler? Pour arriver sur place, après, oui, on a presque 2 jours de vol. Là, on a volé par Hong Kong, puis Sydney, pour atteindre la Tasmanie, ensuite à Hobart, donc il y a une petite île sous l'Australie. Et c'est là que le brise-glace est taqué, donc l'Astrolabe. À l'époque, c'était le vieux Astrolabe. Et on prend le brise-glace et on a eu, nous, quand même 12 jours de traversée
Parce qu'on voilà, on s'est arrêté quelques jours un peu bloqué dans la banquise, mais pas trop. Et la traversée était magnifique. On a eu beaucoup de chance d'avoir un temps très beau, pas de tempête. Donc on était un peu malade au début, mais au bout de 2 jours, c'était fini. Et voilà, c'était fabuleux de découvrir cette avancée dans les glaces, de prendre le temps. C'est vraiment ce qu'il y a de plus marquant en fait dans le voyage. Oui, parce que je crois qu'en plus tu peux te permettre de dire ça parce que c'est le retour qui a été un petit peu plus compliqué. Ouais, c'est ça, je t'ai bien renseigné. Bah, le retour, ouais, le retour en plus c'est étrange parce qu'après 1 an, on prend le bateau pour rentrer et le bateau a navigué une demi-journée et ensuite il est tout de suite resté bloqué dans les glaces et on est resté bloqué pendant 1 mois sans pouvoir bouger du tout. Sans pouvoir descendre du bateau non plus parce que c'était de la boue de banquise collante, mais on pouvait pas marcher dessus, c'était trop disloqué. Donc là, ça a été très très long. Là, on parle pas d'un avion qui est retardé pendant 10 heures, on parle d'un bateau qui est retardé pendant Ouais, un c'est mois. ça. On n'est pas du tout sur les mêmes échelles. Mais pour revenir à ton arrivée, est-ce que tu arriverais également aussi à nous reprolonger dans ce moment où tu es arrivé on dit la banquise du coup? Non, c'était une île. La base, elle est pas sur la banquise, heureusement. Elle est sur une île Ok. qui est toute petite, qui est juste au large du continent. Donc la calotte glaciaire est juste derrière. À l'arrivée, en fait, le bateau, il n'a pas pu arriver à quai, à se mettre à quai sur l'île parce qu'il y avait trop de banquise, justement. Donc il s'est arrêté le long de la banquise le soir. On a fait une dernière nuit où on n'a absolument pas dormi parce qu'il y a tous les manchots qui commençaient à arriver autour du bateau. Salut, c'est la Kelly du montage. J'imagine que si t'écoutes ce podcast, c'est que tu es une personne curieuse et que comme moi, à ce moment-là, tu te demandes mais ils font quoi exactement comme bruit? Donc voilà, je suis allée chercher ça sur le net, hein, bien évidemment, et j'ai décidé de vous l'insérer à ce moment-là. Ça va durer quelques secondes et ensuite je vous retrouve pour la suite de ce témoignage. Et ensuite, on a pris un hélicoptère le lendemain matin tôt. Il neigeait. Bon, c'était un vol de 2 minutes hein, parce qu'on était juste à côté. Et voilà, chacun on s'est fait déposer. Et donc, on a survolé la base. Et non, il y a quand même un moment dingue, c'est que je regarde en bas comme ça. Et là, dans la neige, dans la pente de l'île, je vois écrit en gros des lettres tracées dans la pente Daphné en lettres rouges. Mais c'est quoi ce délire? Enfin, je connais personne qui sait que j'arrive. Comment ça peut être possible qu'il y ait mon nom écrit dans l'île alors que je savais même pas quel jour on arrivait. Et en fait, on nous a expliqué après, en fait, il y avait les prénoms de toutes les nouvelles filles qui arrivaient, tracés par les garçons de l'ancien groupe avec des cubis de vin dans la neige pour nous souhaiter la bienvenue. Voilà, après on saute de l'hélico, on nous entraîne directement dans le bâtiment de vie où tout le monde s'était réuni avec le groupe ancien de l'année d'avant qui eux commençaient à partir en même temps. Et puis les nouveaux, voilà, pour les discours, les explications, on arrive, c'est un peu le gros bazar, il y a plein de choses dans la tête. Et puis l'odeur des manchots et le bruit des manchots partout, puisque l'île est couverte de manchots adélie qui nichent là en été. Il y en a des dizaines de milliers. Donc en fait, c'est très prenant. Mais voilà, c'est juste génial. Est-ce que le bruit des manchots, c'est constant, c'est jour et nuit? Ou est-ce que de temps en temps, il y a quand même des petits moments de pause? Non, c'est jour et nuit. Oh, wow. Oui, clairement. De toute façon, il n'y a pas vraiment de nuit en été. Et donc, du coup, ils ne s'arrêtent pas. Ok. Et puis, j'ai cru comprendre que l'odeur aussi n'était pas top. Oui, c'est comme un poulailler, quoi. C'est la même chose, c'est des oiseaux. Donc après, on s'habitue. Aujourd'hui, on est très nostalgique. L'odeur te manque. Ouais, c'est clair. Je trouve ça trop chouette qu'ils ont écrit ton nom dans la neige, parce qu'en plus, je me dis, l'accès au cubit de vin, ça doit pas être illimité, donc pouvoir utiliser de leurs ressources. C'est précieux. Ouais, si celui-là, c'était pas le bon, hein. C'était le vin de table qui restait. Ok, c'était celui-là qu'on veut pas. Et justement, donc quand t'arrives, il y a, j'imagine, ce changement entre la personne, t'allais certainement remplacer une personne. Ça prend combien de jours à peu près pour faire ce changement de poste? Pas beaucoup. C'était un peu trop rapide parce que forcément les autres s'en vont. Donc nous, je crois, on a eu 10 jours, 10 jours, 2 semaines pour faire ce qu'on appelle la passation. Donc on était 2 sur ce poste et ils étaient 2 à partir qu'on remplaçait. Donc il y a plein de choses à apprendre pendant ces 2 semaines, en plus du travail, mais on s'est quand même concentré sur ça et c'est assez dense, ouais. C'est rapide. Ouais, j'imagine. Et à quoi ressemblent les conditions? Est-ce que c'est un petit village? Est-ce que c'est des espèces de trailers? Est-ce que c'est des maisons? À quoi ça ressemble? Ouais, là c'est encore. Alors là maintenant, elle va être reconstruite la base, mais là c'était encore les vieux bâtiments, donc c'est des années 60.
Donc c'est différents bâtiments qui se posés sur une toute petite île. Donc il y en a pas énormément, mais ça fait un petit village si on veut. Mais en fait c'est des préfabriqués, hein. C'est pas du tout de la belle architecture, c'est des cubes. Et il y a un bâtiment un peu par thématique, quoi. Donc et tous s'organisent en cercle, en gros autour du bâtiment de vie, qui est ce qu'on appelle le séjour, où là où on mange, où il y a la cuisine, où il y a les canapés, les jeux, etc. Et après, t'as un bâtiment dortoir, là où tout le monde dort. Chacun a sa chambre. Un bâtiment qui regroupe la centrale électrique, donc là où il y a les moteurs pour faire l'électricité, l'eau potable. Donc là, il y a des veilleurs constants, quoi, le chef central. Et puis un bâtiment ordinateur, un bâtiment pour les météorologues, un bâtiment pour les biologistes, un autre bâtiment pour la glacio. Et puis ensuite, les bâtiments frigo ou stockage de nourriture, les bâtiments stockage de pièces détachées, la menuiserie, les ateliers. Donc en fait, voilà, ça fait plein de petits bâtiments comme ça, en haut de l'île, hein, et ils sont reliés par des grilles au sol qui permettent d'éviter d'avoir trop de congères en hiver, de se perdre si jamais en blizzard, et surtout de pas marcher sur les nids de manchots qui sont partout autour, donc ça nous permet de marcher au-dessus et pas au milieu. Excellent. Et quand tu dis que vous dormiez dans enfin vous avez chacun votre chambre, donc moi j'essaye d'un peu d'imaginer à quoi ça ressemble. C'est juste une petite chambre, t'as ta propre salle de bain, ou est-ce que ça ressemble un peu plus à une auberge de jeunesse, mais juste avec des petites chambres? Non, c'est plus genre auberge de jeunesse, c'est-à-dire que c'est des petites chambres vraiment de 9 mètres carrés chacun, mais bon, ça suffit à avoir son intimité. Et puis des salles de bain communes, une salle de bain fille, une salle de bain garçon. Okay. Sachant qu'on était 4 filles pour 24 garçons, on y gagnait. Clairement. Bon, on partageait quand même, on leur laissait venir prendre leur douche quand il y avait trop la queue à côté. Excellent. Et au niveau de l'alimentation, justement, tu disais qu'il y avait ce séjour. Est-ce que vous avez des chefs qui cuisinent pour vous? Oui, tout à fait. C'est l'homme le plus important de la base, c'est le cuisinier, qui était en plus un super chef français, qui avait déjà eu 3 étoiles. C'était un breton, donc il aimait faire du poisson, et on a eu de la chance qu'il nous a fait toute l'année des repas vraiment bons et équilibrés, voilà, avec des légumes, des fruits, du poisson, de la viande, tout ce qu'on voulait. Et puis on avait aussi, en plus, un très bon boulanger-pâtissier, qui était très jeune et qui depuis a été étoilé aussi à Paris pour la qualité de son pain. Donc c'est à dire qu'on a plutôt bien mangé, il y avait des cookies tous les goûters, voilà, c'était pas un souci. Excellent, mais comment ils arrivent à se fournir avec tout le bien qu'ils ont besoin, bien matériel, ressources alimentaires pour pouvoir cuisiner tout ça? C'est le bateau qui amène tout le ravitaillement pendant l'été. Il fait 5 rotations à peu près entre la base et Hobart, chargé de matériel et de ravitaillement de nourriture. Et de toute façon, il y a déjà des stocks, on pourrait tenir 2 ans facilement au cas où le bateau revenait pas. Donc à la fois du sec, du frais, on a arrivé à garder à peu près 6 mois quand même, certains fruits et légumes frais. Et après, il y a les surgelés et puis les conserves qui prennent le relais, mais bon, c'est quand même très varié, hein, il y a de quoi faire. Mmh. Et en dehors, justement, donc j'imagine que vous travaillez quand même beaucoup, mais vous avez quand même des jours off. Pendant ces jours off, est-ce que vous restez quand même entre vous? Est-ce que vous faites des activités? Oui. En fait, on travaille tous les jours, mais dès qu'on a du temps off, on va se promener. Avec les manchots. Promener, ouais, c'est exactement. On va aider les autres aussi. Les ornithologues ont beaucoup de travail, donc on allait aider les ornithologues justement pour compter les oiseaux, les baguets, compter les phoques. Avec les biologistes marins, on allait à la pêche pour essayer de collecter aussi des poissons. Et puis après, juste marcher sur la banquise tous les jours pour aller voir, pour se promener, pour regarder ce qui a changé, pour aller explorer toutes les îles de l'archipel. C'est magnifique et il y a de quoi faire. Donc on s'ennuyait pas. Après, il y avait aussi participation à la vie de base. Donc voilà, une fois par semaine, chacun est de corvée de ménage ou de vaisselle. Enfin, voilà, il y a plein de choses. Et puis le travail était assez prenant aussi, donc on s'est jamais ennuyé. Est-ce que tu sais combien de personnes vous étiez sur cette base? 28. Ah, c'est 28 au total. Ouais, en été, on est une centaine pendant les 2-3 mois d'été parce que c'est l'époque où tous les autres scientifiques viennent mettre en place leur programme, où les équipes techniques viennent faire de la maintenance, etc. Mais après, le dernier bateau part à peu près fin du mois de février, début mars. Et après, il revient plus pendant 8 mois. Donc ces 8 mois-là, vraiment 10, ce qu'on appelle l'hivernage, on était 28. Et c'est 28 Français? Ouais. Alors non, là, normalement oui. Mais là, on a eu la chance cette année-là d'avoir aussi un couple d'Australiens qui ont hiverné avec nous. Et c'était des reporters de la BBC qui ont fait un magnifique documentaire sur les manchots empereurs. Donc ils ont passé l'année dehors à prendre des images, quoi, vraiment dans toutes les conditions possibles. Imaginable. J'ai 2 questions qui me viennent en tête là quand tu me dis que vous êtes 28. Est-ce que des fois c'est
Enfin, il peut y arriver des frictions ou est-ce qu'il y avait vraiment toujours une belle entente entre les 28 personnes? Bon, il y a eu quand même globalement une super entente vraiment le long de l'année. On a eu de la chance d'être un bon groupe dynamique cette année-là, plutôt sur la même longueur d'onde. Après, il y a toujours des affinités plus ou moins et des moments un peu de crise. Forcément, on reste un an entier. Mais je pense qu'on est arrivé à faire que les tensions s'enveniment pas et que ça reste quand même une, plutôt une bonne ambiance tout le long de l'année. Ok, super. Et si par exemple, on tombe gravement malade, qu'est-ce qui se passe? Alors, on a un docteur, Ok. qui est aussi une des personnes les plus importantes de la base, mais voilà, c'est un docteur généraliste qui est formé un peu à toutes les spécialités avant de partir. Et et nous, il nous a formés aussi. Donc, il a réuni autour de lui une équipe médicale de volontaires d'entre nous, dont je faisais partie par exemple, où il nous a appris potentiellement à faire une prise de sang, à faire une piqûre, à recoudre une plaie, à mettre un plâtre, à réparer une carie, en fait tout ce que lui avait appris aussi, à faire une radio, enfin il était motivé donc il nous a tout montré, à s'habiller aussi en stérile parce qu'il y a un bloc opératoire au cas où on ait besoin d'opérer et avoir chacun un rôle. Heureusement on n'a jamais eu à le faire, mais s'il faut, il y a de quoi. Waouh, c'est génial, oui, parce que sinon le temps il peut être un peu long pour lui si s'il attend juste que quelqu'un tombe malade. Les journées peuvent être Ouais, longues. c'est clair. Du coup, il s'est vraiment occupé, surtout qu'on n'a pas été trop malade, on n'a pas eu de soucis, donc lui, il aidait à plein de choses et en plus, il faisait ça. Ah, c'est super. Enfin, je trouve ça cool parce que du coup, ça t'a permis d'apprendre des choses que tu aurais peut-être pas eu l'occasion d'apprendre si t'étais pas allé Bah ouais, complètement, ouais. faire cette Mm. expérience. Est-ce qu'il y a un moment en particulier, toi, qui là-haut sur place t'a vraiment marqué et tu te dis, bah, je suis au bon endroit, au bon moment? Un peu tout le temps, hein. Mm. Euh, L'arrivée des empereurs, c'est sûr. Parce que à la fin de l'été, la banquise arrive bientôt et donc tous les animaux s'en vont, ils migrent, hein. Donc tous les manchots, là, les dizaines de milliers de manchots adélie quittent l'île, tous les oiseaux qui nichaient, les fulmars, les pétrels, etc., partent aussi. Donc on se retrouve un peu tout seul. Et c'est le moment où les manchots empereurs arrivent, puisque comme on sait, ils font le contraire. Ils viennent pondre leur œuf sur la banquise en plein hiver et ils passent tout l'hiver avec nous. Et ils vont se nourrir en file indienne en mettant des semaines à aller chercher la nourriture. Ils se relayent les deux adultes auprès de l'œuf, c'est vraiment super émouvant. Et ils arrivent en grande file comme ça, ils sont quelques milliers. Et l'arrivée, c'était quelque chose de dingue de les voir arriver de nulle part et revenir tous les ans au même endroit, sur la banquise, juste à côté de nous. Ça, c'était vraiment magique. Et puis, les balades en général sur la glace, c'était vraiment très belle. Et est-ce qu'à l'inverse, tu t'es dit à un moment donné, qu'est-ce que je fais là et j'ai envie de rentrer en France? Un peu au début peut-être, parce qu'au début on est perdu, il y a beaucoup de choses à emmagasiner dans la tête, c'est un peu la panique, on se dit oh là là, est-ce que je vais y arriver, est-ce que j'ai pas eu un peu les yeux plus gros que le ventre et que j'ai cru que je serais à la hauteur mais je serais pas. Et puis en fait quand la saison d'été se termine et qu'on se retrouve avec le groupe, eh ben finalement ça va mieux, tout ça se calme et on prend confiance aussi. Et après sûrement que c'est arrivé quelques fois, mais tu sais ça fait vraiment longtemps, je pense qu'on a tendance à idéaliser aussi, enfin la mémoire est sélective, hein. Mais pas, non, globalement, pas particulièrement. Un peu à la fin forcément, je pense qu'à un moment, vraiment le dernier mois, on commence à se projeter dans le retour, donc quelque part on commence à en avoir envie, mais voilà. Mhm. Est-ce que quand tu dis que vous alliez marcher, est-ce que vous avez un périmètre que vous ne pouviez pas dépasser? Parce que moi, j'imagine un vaste étendu plat, blanc. Est-ce qu'il n'y a pas des risques de se C'est ça. perdre? Oui, mais en fait, le périmètre se fait naturellement de lui-même puisque t'as que tes pieds pour marcher et que t'es obligé de rentrer dormir le soir. Donc en fait, quand tu marches sur la banquise, t'avances pas si vite et le maximum qu'on ait fait en termes de diamètre, enfin autour de la base, c'était 10 kilomètres, mais on l'a fait qu'une fois. Moi, le plus loin que je suis allée, c'était 8 kilomètres de la base et l'aller-retour, ça nous a pris 6 heures au cœur de l'hiver. Et voilà. Après, on part jamais tout seul, on a toujours une radio, il faut être par deux ou trois. T'as du matériel de rechange au cas où tu tombes à l'eau, t'as des cordes, enfin voilà, il y a voilà, des règles de sécurité à respecter pour aller se promener, obligatoire. Moi, je me souviens enfin, je vis au Canada, du coup. L'hiver est complètement différent, on est d'accord. Là, t'as beaucoup plus froid que nous, ouais, c'est clair. Mais moi, je sais qu'il y a un truc qui à chaque fois me manque l'hiver, c'est de voir un arbre avec des feuilles vertes. Toi, j'imagine qu'il n'y avait même pas du tout d'arbre. Est-ce que c'est un sentiment que tu as ressenti? Ça, je l'ai pas ressenti. Non, effectivement, il n'y avait pas d'arbres du tout, hein, il n'y a pas de végétation. En Antarctique, c'était vraiment que minéral, donc que de la banquise et des rochers. Sûrement qu'à un moment, j'y ai pensé, ouais. Je pense que c'est une des choses qui m'a manqué et que, en fait, surtout, je m'en suis rendu compte en rentrant, quand le bateau a commencé à approcher des côtes au retour, on a s'est mis à sentir les odeurs végétales
Et waouh, voilà, là, on sentait que ça faisait du bien, en fait. Donc, je pense que, et aujourd'hui, je suis beaucoup plus sensible à ça. Je pense que ça me manquerait clairement. Ouais, je pense que c'est quand ça revient qu'on s'en rend compte que ça nous avait manqué. Ouais. J'allais également te demander, est-ce que dans cette malle de 120 kilos, est-ce qu'il y avait un truc peut-être que tu t'es dit une fois sur place après quelques mois, punaise, j'aurais dû mettre ça dans cette malle, je suis dégoûtée de l'avoir oublié. Encore plus de chocolat. J'en avais déjà au moins 20 tablettes de bon chocolat. Et pour le reste, ouais, non, je sais pas. Peut-être encore plus de matériel pour faire du travail manuel, même si on avait de quoi, mais parce que finalement, on s'occupe aussi beaucoup comme ça à fabriquer les cadeaux d'anniversaire, par exemple, comme il n'y a pas de magasin. Par contre, j'avais amené plein de bouquins, ce qui ne servait absolument à rien, étant donné qu'il y a 3 bibliothèques par là énormes et que j'ai jamais eu le temps de lire. Oh waouh. Mais ça comme d'habitude. Et est-ce qu'au niveau connexion internet, est-ce que c'est facile pour joindre vos familles? Non, à l'époque, on n'avait pas internet, on avait, mais c'est la première année où on avait le téléphone, tout le monde, dans les chambres, et on avait un système d'email qui fait qu'on était capable d'envoyer des emails avec une boîte mail. Et aussi, moi, j'ai pu tenir un blog comme ça par l'envoi de mails qui se mettait automatiquement en ligne, mais j'avais pas de quoi aller en ligne. Il y avait que 2 ou 3 ordinateurs sur la base qui avaient internet. Celui du chef de base, celui du docteur, et un troisième qui était disponible, mais on n'est quasiment jamais allé, sauf à la fin pour organiser le retour. Ouais, donc du coup, c'est assez décalé comme moyen de communication. Aujourd'hui, ça a changé, hein. C'était il y a 10 ans, et je pense que maintenant, ils ont tous Internet beaucoup plus facilement. Je suis pas sûre que ce soit mieux, mais t'es aussi là-bas pour couper, donc C'est vrai qu'on l'a pas dit, c'était à quelle année que t'es partie, mais du coup, merci de le rappeler. c'était en 2012. Une autre question qui me viendrait en tête par rapport à justement sur place, est-ce que toi, par exemple, parce que j'imagine que les journées doivent être quand même assez courtes. Oui, mais pas totalement noir non plus. Au plus court de l'hiver, qui est le 21 juin, donc comme les saisons sont inversées, le soleil s'est quand même levé, et donc on a eu genre 3-4 heures, 3 heures de clarté vraiment dans la journée. Ce qui permet d'aller se promener si le temps est beau. De toute façon, tous les jours de l'année, même si c'est sûr que après en hiver, à 15-16 heures, il faisait nuit, quoi. Il faisait jour de 11 heures à 15-16 heures. Bon, ce qui n'empêche pas de travailler de nuit, mais ça fait des journées courtes. Donc toi, le manque de luminosité, il ne t'a pas trop impacté du coup? Pas trop, non, ça allait. Bon, on était contents de revoir le soleil en septembre, vraiment, quoi. En fait, ça a impacté au mois d'août parce qu'il n'y a pas fait beau. Au mois d'août, il y a neigé tous les jours, tous les jours, tous les jours du mois d'août. Donc on était ensevelis de congères, de neige à pelleter, et puis il n'y avait pas de luminosité, quoi. Ouais. Donc là, ça commençait à être vraiment long. Mais après, on s'est rendu compte qu'en septembre, quand les nuages sont partis, qu'en fait, les journées avaient déjà bien rallongé et que le soleil était vraiment là. Et c'était super agréable. En même temps, ça te donne de l'exercice à pelleter toute cette neige là tous les jours. C'est à ton quart. Oui, voilà, ça nous a occupé le mois d'août. Clairement. Et donc, c'est à quelle période que du coup t'es repartie? Alors après, c'est en 2015, la première fois que je suis repartie en Antarctique, donc 3 ans plus tard. Donc cette fois, j'ai commencé à travailler comme guide sur des bateaux de croisière d'expédition. Et c'était pas du tout au même endroit puisque c'est des navires qui ne naviguent que autour de la péninsule. Donc c'est-à-dire la partie de l'Antarctique qui remonte en face de l'Amérique du Sud, celle qui est la plus près de nous en fait, qui est la plus chaude aussi et où il n'y a pas de banquise en été. C'est pour ça que les bateaux peuvent aller sans être forcément brise-glace, et où j'ai commencé à travailler comme guide d'expédition et conférencière. Et donc ça m'a permis de découvrir après tout ce côté de la péninsule qui est complètement différent de la Terre Adélie, et donc voilà, super intéressant aussi de continuer, et puis le bonheur de retrouver les sensations quand même, l'odeur des manchots, les oiseaux, les glaces, tout ça. C'est ce que j'allais dire, la bonne odeur de poulailler. Est-ce que tu pourrais un peu nous définir quelles sont ces différences justement entre les deux? Le relief, en fait, tout l'Antarctique de l'Est où se trouve la Terre Adélie, c'est juste une gigantesque calotte glaciaire. Donc c'est un dôme blanc qui était derrière la base, voilà, et la banquise, c'est tout. Et quelques petits, c'est même pas des îles, c'est des rochers, quoi. Alors que la péninsule, c'est vraiment une chaîne de montagnes, donc ça monte très haut, très abrupt, c'est des montagnes assez jeunes, ça peut être volcanique aussi, avec des roches bien noires, des plages et puis il y a beaucoup plus d'animaux parce que on est moins loin, l'eau est moins froide. En fait, il y a plus d'animaux qui peuvent vivre en termes d'oiseaux. C'était des phoques différents aussi. C'était des phoques crabiers, alors qu'en Terre Adélie, il n'y en avait que des phoques de Weddell. C'était pas les mêmes manchots. En Terre Adélie, c'était les adélies et les empereurs, alors qu'en péninsule, c'était majoritairement les jugulaires et les papous. Donc la faune est différente, le paysage est vraiment différent, plus montagneux, plus varié. Pour y accéder en tant que touriste, on part de quel point? De Ushuaia. Chouette. Ouais, donc vraiment la ville qui est le
plus au sud, là, au sud de l'Amérique du Sud, qui est en gros juste en face. Et cette fois, en 2 jours, t'as traversé au lieu d'en mettre 12, quoi. Waouh. Et si je dis pas de bêtises, t'es allé en Arctique aussi? Ouais, donc ça a été l'autre découverte. En 2018, j'ai commencé à travailler aussi en Arctique. Et depuis, je suis allée quasiment tous les ans et ça a été mon nouveau coup de cœur. Parce que c'est encore plus varié, c'est absolument magnifique. L'Arctique, c'est gigantesque, donc ça veut rien dire de dire Arctique, mais le Groenland, par exemple, j'ai vraiment adoré. Et puis, en plus, t'as les populations. Et j'ai commencé à vraiment me passionner pour la culture et la vie des populations inuites. Et c'est quelque chose que je continue d'étudier, d'apprécier, de communiquer, enfin, de creuser. Voilà. Oui, parce que en faisant mes petites recherches, parce que moi, bien évidemment, je connaissais pas grand-chose et je me souviens pas de mes cours d'SVT du lycée, mais du coup, l'Antarctique est quand même beaucoup plus froid que l'Arctique. Et donc, du coup, en Antarctique, il n'y a pas du tout de présence humaine, alors qu'en Arctique, il y a beaucoup plus, il y a des autochtones, les Inuits. Ouais. Tout à fait. Il n'y a jamais eu de population autochtone en Antarctique. Est-ce que tu pourrais nous parler justement d'un de ces moments avec la population autochtone? En 2016, je suis partie pour un projet éducatif qu'on a monté avec une amie pendant quelques mois au Groenland. Donc là, vraiment en immersion, pas sur un bateau, dans les villages, où j'ai pu travailler avec des écoles. Donc c'était autour d'Ilulissat et je logeais chez l'institutrice. Donc c'était vraiment fantastique. Et je me rappelle qu'un week-end, elle m'a emmenée, on est parti 3 jours en bateau dans sa famille qui habite à un tout petit village à quelques heures de petits bateaux à moteur. Et on est resté 3 jours dans ce village où je dormais par terre sur un matelas. Tout le monde ne parlait que groenlandais. C'était d'une beauté indescriptible, vraiment très paisible. Et ouais, c'est quelque chose qui m'a vraiment marqué, cet endroit. Alors là, tu me dis, j'ai dormi sur un matelas. Moi, quand tu me disais, j'ai été dormir dans un petit village, je m'imagine un village d'igloo et que tu dormais sur des peaux d'ours. Les igloos, ça n'a jamais existé, hein, là, faut se renseigner. Je sais bien. Non, ils vivent très modernement dans des grandes maisons. Ils sont chauffés, ils ont la télé. Aujourd'hui, on est moderne dans le Nord, hein. En plus. Ouais. Mais non, mais c'est ça. C'est pour ça que j'ai envie de le citer parce que même moi, quand je disais que je partais vivre au Canada, on me disait, mais est-ce que tu crois qu'ils construisent des igloos là-haut? Je dis, non, mais quand même, on est en 2000, on est dans les années 2000. Ouais, c'est ça. Ouais, les populations autochtones, c'est plus ce qu'on imagine ou ce qu'on voyait dans les bouquins, en fait, parce qu'au final, on se fait des images oui. avec ce qu'on lit ou ce qu'on voit à la télé. Et en termes d'alimentation, comment ils se nourrissent là-haut? En fait, c'est un partage entre du ravitaillement par cargo qui vient, par exemple, au Groenland du Danemark, pour ce qui est du Canada, qui vient des États-Unis ou du Canada. Donc, qui ravitaille quand la banquise le permet, hein, la même chose, les magasins. Ensuite, les grands magasins qui sont ravitaillés permettent ensuite par transfert, soit par motoneige, par avion et tout, d'aller ravitailler encore les petits villages qui étaient inaccessibles par bateau, par exemple. Et ensuite, l'autre moitié, c'est encore beaucoup la chasse et la pêche qui permet de combler et puis de se nourrir de choses meilleures pour la santé aussi, que c'est un peu de la malbouffe qu'on trouve dans les magasins pour les Inuits. Donc eux, ils tiennent encore beaucoup à la chasse et la pêche et la cueillette parce que déjà c'est dans leur tradition, mais aussi parce que c'est des choses bien meilleures à la santé et dont ils ont besoin pour vivre dans le nord et dans le froid. Donc tu parles de tradition, je sais que les Inuits, les autochtones, ils ont beaucoup de traditions. Est-ce qu'il y en a une dont tu aimerais nous parler aujourd'hui? Ils chantent beaucoup, par exemple, je sais qu'ils chantent beaucoup, ils adorent chanter, ils font des chorales très souvent, c'est quelque chose qui m'a marqué, et c'est des chansons très douces, très belles. Les Groenlandais, dès qu'ils vous reçoivent, ils chantent en fait, ils se mettent en costume et ils chantent, et tout le monde, les hommes, les femmes, peu importe, on vient et allez. Après, c'est plus les scènes de chasse et de pêche que j'ai en tête, mais il y en a beaucoup d'autres. Ouais. T'avais une idée? Oui, moi, en fait, c'est parce que j'ai appris ici que, moi, il y a quelque chose que j'apprécie beaucoup dans leur tradition, c'est par exemple que tout le monde s'assoit toujours en cercle, parce que pour eux, il n'y a pas une personne, il n'y a pas de système hiérarchique, ou parce que t'es le chef, t'es meilleur, etc. C'est vraiment une cohésion entre un village, une famille, etc. Et c'est toujours ce respect envers chacun. Et ça, je sais que c'est quelque chose. Ouais, je sais pas si... Ouais, ça doit dépendre les endroits. Je pense qu'ils le font pas tous partout. Après, en plus, c'est tellement immense l'Arctique et les Inuits sont des peuples tous... il y a beaucoup de peuples différents qui ont des traditions différentes. Donc c'est vrai, je pense que c'est assez vrai pour ce qui est de l'Alaska, par exemple, de la Colombie-Britannique aussi. Après, moi, je l'ai pas observé, mais je pense que c'est quand même... Si quand ils font au Groenland des cafés, ce qu'on appelle des cafés mic, par exemple, où tous se rejoignent pour faire un goûter, pour discuter ensemble et tout, c'est vrai que c'est assez communautaire encore. Est-ce qu'ils font des cérémonies? Est-ce que tu as pu participer à une sorte de cérémonie? Oui, enfin un baptême par exemple, c'est vrai qu'ils mettent encore vraiment beaucoup ils mettent de toute façon comme nous, hein, les costumes traditionnels pour les cérémonies dans l'église. Donc pareil avec des chants, des cadeaux et puis un grand banquet comme on sait faire. Je sais que toutes ces aventures-là, t'en as fait des livres. Est-ce que tu voudrais nous en parler? Oui, je débute encore. Je
trouve, en écriture, mais j'ai surtout écrit sur l'Antarctique et c'est vrai que la première chose, ça avait été un ouvrage documentaire sur la vie du brise-glace de l'Astrolabe qui nous avait emmenés en Antarctique puisqu'ils ont changé de bateau aujourd'hui. Et ce travail de coécriture d'ailleurs avec Stéphane Dugas, qui est un journaliste, m'a fait un peu tomber dans le virus d'écrire. Et après, j'ai écrit quelques ouvrages pour la jeunesse aussi, pareil pour à la découverte des régions polaires. Et puis là, il y a quelques mois, j'ai un livre qui est mon récit d'hivernage en fait que j'ai publié, qui s'appelle Habiter l'Antarctique. C'est un peu mon vrai livre toute seule de littérature et même si j'écris tout le temps maintenant. Et c'est vraiment un plaisir et une activité que j'aimerais continuer. Puis après, j'écris aussi des articles des petits articles dans des magazines ou des journaux. Voilà, j'essaie de faire du journalisme quand je peux parce que c'est naturel en fait. Quand tu découvres des choses ou que tu fais des choses, tu as envie de partager. Puis c'est important aussi d'expliquer, de sensibiliser, de faire connaître. Clairement. Et puis comme j'essaye de motiver toutes mes invitées, peut-être qu'un jour tu feras un podcast, comme ça tu peux nous enregistrer le bruit de tous ces pingouins ou autres. Ah oui. Ça pourrait être chouette. Ah, mais si tu veux, par contre, oui, je pourrais enregistrer carrément. Ça pourrait être chouette. Ramener des sons. C'est vraiment chouette d'avoir des sons parce que je trouve que ça nous permet de nous immerger un peu plus. Bah oui, pour s'immerger, ouais. Carrément. Avant que je te pose ma petite question de la fin, est-ce qu'il y a quelque chose d'autre que tu voudrais partager ici à la communauté de filles expats? Bah non, vous avez beaucoup de chance parce que je rêve d'habiter au Canada depuis des années. Ouais, et moi je vais assez souvent au Québec, mais je connais pas du tout encore Calgary, même si j'espère bien y aller un jour, ça a l'air fantastique. On profitait bien, vous avez la chance d'avoir des espaces immenses, encore enneigés, vraiment sauvages, et ça n'a pas de prix. C'est clair. T'as quel âge? Je t'ai pas demandé ton âge au début de l'interview, normalement je la demande. Ouais, j'ai 39. Ah oui, donc comme moi, tu peux plus faire le Working Holiday Visa. Bah non. Je l'avais demandé, mais je l'ai pas eu, et j'ai loupé le coche après. Mais je suis sûre qu'avec ton expérience, tu peux peut-être essayer d'avoir la carte de résident permanent entrée express. Ah, j'ai essayé. C'était un grand défi. C'est pas si simple. Ah non, c'est pas simple. Mais bon, le message est passé. Il faut un permis de travail. Si quelqu'un veut me proposer un travail, voilà, le message est passé. Et puis dans tous les cas, en tant que Française, tu peux quand même venir pendant 6 mois. Donc si tu arrives à mettre suffisamment d'argent de côté. Oui, voilà, ça m'empêche pas de venir. Exactement. Et comme je te l'ai déjà dit, tu as un toit si tu veux venir chez moi. Donc ça sera avec grand plaisir. Ouais, super. De faire découvrir cette région. J'hésiterai pas. Alors ma petite question finale que je pose à toutes mes invitées, c'est aujourd'hui, avec du recul, quelle est la plus grande leçon que tu as apprise sur toi-même? Je pense que c'est le fait qu'il faut toujours se motiver à sortir tous les jours, même quand il fait pas beau dehors. Là, j'avais la chance d'être obligée, en fait, souvent, parce que mon travail, j'échantillonnais l'air dehors, donc j'avais des filtres à changer qui étaient assez loin sur la base. Et même pendant les tempêtes, du coup, je devais y aller quand même. Et en fait, une fois qu'on est dehors, et même si c'est juste faire le tour de l'île pendant une demi-heure, il y avait toujours quelque chose de nouveau tous les jours. Et même si j'avais parfois un peu la flemme de sortir, de m'habiller, d'aller dans le froid, là, j'en revenais toujours avec des étoiles plein les yeux et quelque chose d'inattendu qui s'était passé et ça m'avait fait du bien. Et ça, j'essaie de le conserver vraiment. C'est vrai qu'on a toujours tendance à se mettre à l'intérieur, à rester chez nous, alors qu'on se rend pas compte que d'aller prendre l'air même 30 minutes par jour, ça nous fait un bien fou. En fait, on est encore plus content d'être à l'intérieur après. Donc, on en profite doublement. T'as jamais eu cette sensation quand même où quand tu passes du froid au chaud, où t'as l'impression que tes doigts ils sont en train de te brûler? Ah si, ça fait super mal, ça c'est horrible. Ouais, c'est systématique. Je suis très frileuse, donc j'avais tout le temps froid aux mains, tout le temps froid aux mains. Ça c'est vraiment un truc que j'aime pas et qui passera pas. Mais je sais que j'adore être très casanière aussi à l'intérieur, comme des chalets, des refuges, mais que je sais que pour l'apprécier, il faut que j'ai eu froid avant. Voilà, c'est ça, avec ton petit chocolat chaud, je t'imagine bien. Pour avoir une bonne excuse pour prendre le chocolat et les gâteaux. Eh ben écoute Daphné, merci beaucoup d'avoir pris le temps. Je sais que t'as une période très chargée, donc merci. Merci à toi. Va te reposer. Ouais, je crois que ça s'est pas trop entendu que j'étais malade. Je pense que Non, pas du tout. J'ai réussi à bien cacher le jeu. Donc un grand merci à toi. Et puis pour toutes celles et ceux qui nous écoutent, n'oubliez pas de partager ce témoignage autour de vous parce que c'est pas souvent qu'on entend une personne qui a été vivre dans des régions polaires. Donc voilà, merci beaucoup Daphné et hâte de suivre la suite de tes aventures et de te rencontrer un jour en Alberta. Carrément. Ciao, ciao. Merci beaucoup.